La panique a considérablement gagné le rang des Mozambicains. Le pays est confronté depuis plus de 2 ans à des attaques islamistes. Les populations se déplacent dans d'autres régions pour fuir les violences. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar forment samedi un gouvernement d'union nationale, une étape considérée comme cruciale pour mettre fin à 6 ans de guerre civile. Au Togo, la ville d'Agbodrafort, sous la houlette de la princesse Tetevia Pamela, a été aux couleurs du parti UNIR. Les organisateurs du meeting assurent de la victoire de leur candidat au soir du 22 février. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue dans la ville d'Agbodrafort. Les militants du parti au pouvoir sous la houlette de la princesse Tetevia Pamela ont mobilisé les électeurs. La victoire est assurée pour leur candidat au soir du 22 février, selon les organisateurs des meetings, au vu donc du rassemblement obtenu. Reportage. Nous sommes à 24 heures de la fin de la campagne des élections présidentielles dont le premier tour est prévu le 22 février au Togo. La population d'Agbodrafort, dans la commune du Lac 3 au sud-est de Lomé, est invitée à voter massivement pour le président sortant Faure Gnassingbé. Un 4e mandat au président sortant, selon l'organisatrice du présent rassemblement, est nécessaire et Agbodrafort doit donner le bon exemple. Pamela Tetevia, une donatrice reconnue dans la commune de Lac 3, a ce 19 février organisé 2 géants meetings. À l'occasion, après avoir démontré à la population le processus du vote pour ne pas voir son vote annulé, les documents dans lesquels se trouvent les différentes réalisations du candidat Faure Gnassingbé et son nouveau projet de société ont été distribués avec d'autres étrennes à son effigie aux participants à ces rencontres. Pour la princesse, le nombre de mandats aujourd'hui agités par certains n'est qu'une conception occidentale, à la limite erronée. Il doit rester. Il a mis tout le pays en chantier, ce qu'on n'a jamais vu, et on est en train de voir. Avant, il y avait les délégations spéciales. Au jour d'aujourd'hui, il y a les communes. Si vraiment il ne veut pas la liberté ou bien la démocratie pour son pays, il n'y aura pas ces communes-là pour que nous soyons indépendants et qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire les naissances, etc. Donc déjà, il pense beaucoup à son pays et il œuvre pour son bien-être. Pour cela, nous serons toujours derrière lui pour l'encourager. Un président développeur mérite la confiance du peuple, a-t-elle ajouté, pour montrer son engagement aux côtés du président Faure Gnassingbé. Un géant meeting est prévu pour ce vendredi dans la commune du Lac 3 pour terminer en apothéose avec la campagne des élections présidentielles. Nous tous, on a vu ce qu'il a fait, que ce soit du nord de Séquency jusqu'à Lomé, en 15 ans. Tout a vraiment changé, tout a évolué. On a vu de grands projets se réaliser et pour nous qui sommes sur place, on ne voit pas assez. Mais les étrangers qui arrivent apprécient beaucoup. Et bon, voilà ce qui m'a beaucoup motivé. Retenons qu'ils sont 6 candidats de l'opposition à faire face au président sortant Faure Gnassingbé pour ce scrutin prévu le 22 février prochain. On reste au Togo où le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu effectivement le 22 février, à 3 jours du scrutin, alors que les militants font campagne dans les rues de Lomé. Un groupe de la société civile vient de perdre son droit de déployer des observateurs. Reportage. Au total, 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le chef de file historique de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome et le président Faure Gnassingbé qui briguera un 4e mandat. À 3 jours du scrutin, les militants des différents candidats font campagne dans les rues de Lomé. Les élections se passent à 2 tours. Un coup KO, nous, les partisans du parti uni, du grand parti uni, nous ne voulons pas, c'est pas que nous ne voulons pas, nous voulons que notre champion passe le premier tour, c'est fini. Un coup KO veut dire, premier tour, c'est que nous avons un pourcentage qui nous autorise de ne plus faire chose, le deuxième tour. Ouais, vous savez, c'est David contre Goliath, c'est Dieu qui fait notre palabre. Oui. Sans les moyens déjà, la population est prête à nous voter. C'est ça. Et nous savons qu'au soir du 22, nous serons déclarés vainqueurs, qu'ils le veuillent ou pas. Ou rien. Ce mercredi, la Commission électorale nationale indépendante a annulé l'accréditation accordée à la concertation nationale de la société civile
pour déployer des observateurs lors du scrutin présidentiel du 22 février, l'accusant d'ingérence dans le processus électoral. Interrogé, Kofi Delia Kepome, le directeur exécutif de cette organisation, un regroupement d'une 60aine d'organisations togolaises qui avait prévu de déployer quelques 500 observateurs dans l'ensemble du pays, a expliqué que son conseil d'administration se réunira pour décider de la conduite à tenir. Fin janvier, les autorités ont déjà rejeté la demande d'accréditation en tant qu'observateur électoral du Conseil épiscopal, Justice et Paix de l'Église catholique, invoquant ses positions partisanes sur la situation politique au Togo qui a connu d'importantes manifestations anti-pouvoir depuis 2017. D'autre part, les candidats de l'opposition se sont tous plaints de ne pas avoir touché la subvention que l'État devrait leur verser pour mener campagne, afin de pouvoir assurer le 22 février prochain la sécurité du vote général. Policiers et militaires ont voté par anticipation dès ce mercredi pour la présidentielle. Les négociations sur la formation du gouvernement ont donné lieu à un bras de fer entre le président tunisien Kais Saied et le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Ils ont finalement trouvé un accord mercredi, ce qui écarte du coup le spectre de nouvelles élections législatives. Après l'échec en janvier d'un gouvernement constitué sous la houlette d'Ennahda, le Premier ministre désigné par Kais Saied, Ilyes Farfat, a présenté mercredi soir une nouvelle liste de ministres. La formation de ce gouvernement a consisté en une large coalition qui représente le spectre politique sous toutes ses formes, est ouverte à toutes les familles politiques et intellectuelles et est basée sur un protocole d'accord qui a constitué une plateforme politique visant à assurer la stabilité et à offrir des possibilités de réussite. Nous nous engagerons à faire en sorte que ce gouvernement, après lui avoir accordé la confiance, soit le gouvernement de tous les Tunisiens, quelles que soient leurs différences d'appartenance ou leurs opinions, et qu'il soit un gouvernement qui unit et ne sépare pas, et qu'il serve le peuple et les objectifs les plus élevés du pays. Le parti de Rached Ghannouchi, qui avait initialement désavoué la composition du gouvernement présenté samedi soir par Farfat, s'est finalement engagé à soutenir ce cabinet. Ce soutien ouvre la voie à son approbation par le Parlement, où Ennahda dispose du principal contingent avec 54 députés sur 217. Alors qu'Ennahda avait soutenu Kais Saied au second tour de la présidentielle, ces négociations ont mis à jour de profondes divergences entre les deux principaux acteurs. Néophyte en politique, mais élu en octobre dernier avec un très confortable score, Kais Saied est un spécialiste du droit constitutionnel très critique du système parlementaire partisan. Ghannouchi, lui, est une figure de la classe politique aux commandes depuis la révolution de 2011 qui a vu son poids électoral s'éroder, même s'il demeure la principale force du pays. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont annoncé jeudi s'être mis d'accord pour former à la date butoir de samedi un gouvernement d'union nationale, une étape considérée comme cruciale pour mettre fin à 6 années de guerre civile. Nous sommes convenus de former le gouvernement dans 2 jours, le 22 février. Nous discutons encore sur d'autres questions et j'ai confiance que nous parviendrons à une solution, a déclaré Riek Machar à l'issue d'une rencontre à Juba avec le président Salva Kiir. C'est l'accusation d'avoir fomenté un coup d'État porté par Salva Kiir, un Dinka, à l'encontre de Riek Machar, son ex-vice-président, membre de l'ethnie Nuer, qui est à l'origine du déclenchement de la guerre civile en décembre 2013. Et en juillet 2016, une autre expérience de gouvernement d'union avait pris fin abruptement quand de violents combats avaient opposé les troupes d'élite de Machar à la garde présidentielle de Salva Kiir dans Juba. Salva Kiir a annoncé qu'il allait dissoudre jeudi le gouvernement actuel et nommer vendredi Machar à l'un des postes de vice-président, comme le prévoit l'accord de paix conclu en septembre 2018 à Addis Abeba. En tant que président, je nommerai les vice-présidents et je commencerai en nommant Riek Machar demain matin. Je dissoudrai le gouvernement jeudi et un nouveau gouvernement sera formé le 22, a-t-il déclaré. La formation d'un gouvernement d'union nationale était le point clé de l'accord de paix de 2018.
Il a appelé les quelques 190 000 personnes qui vivent toujours dans des camps placés sous protection de l'ONU dans tout le pays à en sortir, car une nouvelle ère de paix est arrivée. Le conflit marqué par des atrocités à caractère ethnique, dont des meurtres et des viols, a fait en 6 ans plus de 380 000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Le Mozambique est confronté depuis près de 2 ans déjà à des attaques islamistes. Les populations sont obligées de se déplacer dans d'autres régions pour fuir les violences. C'est peut-être moins connu, un mystérieux groupe d'inspiration islamiste opère au Mozambique dans la province de Cabo Delgado, à majorité musulmane depuis 2 ans et demi. Les insurgés brûlent des villages, décapitent des civils, s'emparent des véhicules militaires. Les violences ont fait plus de 700 morts selon Médecins sans frontières, l'une des rares organisations non gouvernementales à travailler dans la région et provoqué le déplacement d'au moins 100 000 personnes selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au cours des derniers mois, il y a eu une augmentation spectaculaire des attaques brutales perpétrées par des groupes armés, a constaté début février un porte-parole du HCR. Les dernières semaines ont été la période la plus instable depuis octobre 2017. Les attaques s'étendent maintenant vers les districts du sud de Cabo Delgado, obligeant les gens à s'enfuir à Pemba, la capitale de la province. L'un des derniers incidents a été signalé à seulement 100 km de Pemba, ville d'environ 200 000 habitants. Les civils paient le prix fort, s'enfuyant dans de nombreuses directions, y compris sur de petites îles où beaucoup n'ont nulle part où loger. La semaine dernière, le président mozambicain Felipe Nyusu a délocalisé symboliquement le Conseil des ministres à Pemba où il a accusé les étrangers d'alimenter cette guerre. Depuis juin, le groupe État islamique a endossé la responsabilité de plusieurs des raids meurtriers dans le Cabo Delgado, de preuves tangibles de son soutien logistique. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.